traité de Kars. Donc, on entend toujours parler du traité de Kars, mais c'est rare de voir une analyse de ces articles. Donc, on va travailler sur ces articles. On va commencer avec le préambule. Ça va nous permettre de définir les objets. On voit d'abord que c'est une signature qui va avoir lieu entre deux gouvernements. Alors, d'une part, le gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie et d'autre part, les gouvernements de la République socialiste des Soviets d'Arménie, de la République socialiste des Soviets d'Azerbaïdjan et évidemment de la République socialiste des Soviets de Géorgie. Alors, donc c'est important de voir qu'on a la Turquie, donc Turquie, comme on peut le voir défini dans, comme terme dans le traité de Moscou de 1921. Et de l'autre côté, en fait, on a les républiques socialistes, donc on a dit Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie. Donc c'est ça d'une part. D'autre part, donc en fait, on a l'impression qu'on a en gros 4 signataires, mais en réalité, ça va être un peu différent puisque on va avoir la Russie qui va jouer un rôle. Alors donc, on va avoir aussi la République soviétique de Russie. Alors, un rôle particulier. Donc, le texte. D'accord sur le principe de la fraternité des nations et sur le droit des peuples à disposer librement de leur sort, animés du désir de voir régner toujours entre eux les rapports cordiaux et les relations de sincère amitié basées sur les intérêts réciproques, ont décidé de procéder aux négociations avec la participation de la Russie. D'accord? Donc, pour conclure quoi? Un traité d'amitié. Et à cet effet, on nommait les plénipotentiaires. Donc, les plénipotentiaires, ça va être évidemment une série de noms. On va avoir la série des noms de la Turquie, la série des noms de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et évidemment aussi du gouvernement de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a aussi un représentant plénipotentiaire dans ce cadre-là de la Lettonie. Alors, on passe à l'article 1. Donc, le gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie et les gouvernements des républiques socialistes et soviétiques d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie considèrent comme nuls et non avenus les traités conclus entre les gouvernements qui ont antérieurement exercé les droits de souveraineté sur le territoire faisant actuellement partie des territoires des parties contractantes et concernant les territoires précités ainsi que les traités conclus avec les États tiers et concernant les républiques transcaucasiennes. Il est bien entendu que le traité turco-russe signé à Moscou le 16 mars 1921, et on remarque aussi le 1337, donc c'est par rapport au calendrier musulman, fait exception à la teneur de l'article. Donc, tous les traités précédents, ils sont tous annulés. Et il y a une exception, c'est évidemment le traité de Moscou. Donc, on voit bien que le traité de Kars se fonde sur le traité de Moscou et élimine tous les autres traités. Donc, le problème est le suivant, ça élimine tous les autres traités de qui? En fait, de l'ensemble des républiques transcaucasiennes. Donc, finalement, tout ce qui concerne la Turquie et l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, c'est évidemment non existant. Ça va avoir évidemment des conséquences aussi par rapport à la Russie dans son ensemble, enfin la Russie au sens de l'Union soviétique. Donc ça, c'est l'article 1. On passe à l'article 2. Donc c'est un article qui est vraiment négatif sur le plan de la continuité temporelle, puisqu'il remet en question tout ce qui a été fait précédemment. Donc finalement, c'est
on pourrait dire une négation du passé. Ce qui est assez naturel quand on est dans un cadre soviétique. Ça l'était un peu moins naturel du point de vue de la Turquie, mais la Turquie, c'est pareil, rejette finalement l'histoire de l'Empire ottoman et considère que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Donc, dans l'article 2, on a les parties contractantes sont d'accord à ne reconnaître aucun traité de paix ou acte international qu'on voudrait imposer à l'une d'elles. Alors là, c'est pire. C'est si on leur impose. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est en rapport avec le traité de Sèvres. Première remarque, mais évidemment, on peut avoir le traité de Versailles. Globalement. Donc 1920, 1919. Donc dans ce cadre-là, ça veut dire qu'en fait, personne ne pourra changer quoi que ce soit. En vertu de cet accord, les gouvernements des républiques socialistes des soviets d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie acceptent de ne reconnaître aucun acte international concernant la Turquie qui ne soit pas reconnu par le gouvernement national de la Turquie. Donc là, c'est clair, ça veut dire qu'ils rejettent le traité de Sèvres puisque ça a été signé pas par la Turquie, mais finalement par le sultan. Alors, sont entendus par le terme Turquie, ça c'est important, vous voyez, c'est dans le sens du traité des territoires compris dans le pacte national turc, donc de janvier 1920, élaboré et proclamé par la Chambre des députés ottomane à Constantinople et communiqué à la presse et à tous les États. De son côté, le gouvernement de la Grande Assemblée nationale turque accepte de ne reconnaître aucun acte international concernant l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie qui ne soient pas reconnus par le gouvernement respectif de ces pays représentés actuellement par les soviets d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie. Donc finalement, on a quoi? On a la Turquie d'un côté, on a l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, trois entités qui sont évidemment dépendantes de l'espace soviétique. Et finalement, c'est si quelqu'un vient intervenir là-dessus, sans qu'il soit d'accord, alors lui, il rejette. Et si quelqu'un veut intervenir là-dessus, E3, et lui, il rejette, E3 rejette aussi. Donc, en fait, on a un processus symétrique qui permet de mettre à l'écart cette double entité. Les interventions extérieures. Article 3. Donc, dans l'article 3, on a quoi? On a que les gouvernements des républiques socialistes des soviets d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie reconnaissent le régime des capitulations comme incompatible avec le libre essor du développement national de tout pays, ainsi qu'avec le plein exercice de ses droits souverains, considérant nul et abrogé l'exercice de Turquie en fonction de toute fonction et de tous les droits ayant avec ce régime quelque rapport. Alors finalement, ça veut dire qu'en fait, on a un rejet du régime. Donc, rejet du régime, donc des capitulations. Donc, ça fait encore un autre rejet. On passe maintenant sur l'article 4. L'article 4, c'est la frontière. Donc, c'est la frontière nord-est de la Turquie. Donc, en fait, c'est d'après une carte de l'état-major russe. On voit déjà l'intervention russe. Est déterminée par la ligne qui commence par le village de Sarp, situé sur la mer Noire, passe par le Mont. Donc là, en fait, on a toute une série qui va nous préoccuper. Donc, on va parler plutôt de la frontière globalement nord-est de la Turquie et on va avoir une délimitation précise qui va passer par tous les villages qui sont mentionnés dans le texte.
on aura à la fin une commission mixte de délimitation composée d'un nombre égal de membres avec la participation d'un représentant de la République socialiste fédérative des soviets de Russie et chargée de fixer en détail et d'établir sur le terrain la frontière d'État ainsi que de poser des bornes de frontières. Donc, en fait, on revoit que la Russie intervient dans le processus de délimitation. On passe à l'article 5. Alors là, c'est très simple. Ça concerne la région du Nakhitchevan. Donc, c'est très clairement dit que le gouvernement turc et les gouvernements des soviets d'Arménie et d'Azerbaïdjan sont d'accord sur le fait que quoi? Que la région de Nakhitchevan, dans ses limites spécifiées par l'annexe 3 du traité présent, constitue un territoire autonome sous la protection de l'Azerbaïdjan. Donc, le Nakhitchevan, finalement, dépend de l'Azerbaïdjan et est défini comme un territoire autonome. Donc, c'est quand même surprenant parce que ce n'est pas quelque chose de mitoyen et on comprend que c'est une exception. Alors, on va continuer plus loin. Je vais changer de page quand ça sera bon. C'est bon. Donc, on passe maintenant à l'article 6. Donc là, ça concerne la Turquie et la Géorgie. La Turquie consent à céder à la Géorgie la suzeraineté de la ville et du port de Batoum. Donc, on ne veut pas être plus clair, avec le territoire se trouvant au nord de la frontière indiquée par l'article 4 du présent traité, et aussi du district de Batoum, à condition. Donc, il y a des conditions. Alors, les conditions, c'est quoi? C'est que la population des lieux spécifiés dans l'article présent jouissent d'une vaste autonomie administrative locale garantissant à chaque communauté ses droits culturels et religieux, et cette population ait la possibilité d'introduire dans ces lieux précités un régime agraire conforme à ses désirs. Donc, en fait, finalement, c'est quoi? On a une autonomie administrative, d'accord, locale, et ça concerne les droits culturels, les droits religieux et évidemment une politique de régime agraire différent. Donc on peut l'imaginer parce qu'évidemment, ça veut dire que comme on passe d'un pays musulman à un pays chrétien, on peut avoir ce genre de problème. Et la deuxième condition, la Turquie soit assurée du libre transit des marchandises et de toute matière à destination ou en provenance de la Turquie par le port de Batoum, sans douane, sans aucune entrave, avec l'exemption de tous les droits et charges, avec le droit pour la Turquie d'utiliser le port de Batoum sans frais spéciaux. Pour l'application de cet article sera créée immédiatement après la signature du présent traité une commission des représentants des parties intéressées. Donc en fait, la Turquie, elle a un droit sur Batoum au niveau commercial. Et donc, elle ne paye rien, pas de douane, pas de frais, etc. Donc, on sent vraiment que c'est un accord, d'une part, ça c'est pour la population, d'autre part, ça c'est pour le commerce. Voilà pour l'article 6. On va passer à l'article 7. Alors, de quoi il parle? C'est le gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie et le gouvernement de la République socialiste des soviets de Géorgie s'engagent à faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière à condition de l'observation des règles de faveur douanière, policière, sanitaire qui sont établies à ce sujet par une commission mixte. Alors, donc, ça veut dire finalement, on a, entre guillemets, un échange de population locale, c'est l'échange qui est local, qui en gros permet de dire que comme ils sont dans la zone limitrophe, s'ils veulent être plutôt d'un côté, ils veulent aller plutôt de l'autre côté, ils peuvent changer. Article 8.
Le gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie, donc par rapport toujours à la Géorgie, prenant en considération la nécessité pour les habitants des contrées limitrophes des deux pays de se servir des pâturages d'été et d'hiver se trouvant sur l'autre côté de la frontière, accepte d'accorder à ses habitants le droit de faire passer la frontière leurs bestiaux et de jouir des pâturages habituels, leurs formalités douanières, ainsi que les mesures policières, sanitaires, autres à appliquer, etc. Donc là, en fait, c'est un problème de pâturage. Donc, on a plutôt, en fait, une sorte encore d'un accord commercial. Ils peuvent aller de l'autre côté sans que ce soit un problème. Ensuite, l'article 9. Donc, il y a des articles techniques aussi. Donc, en vue d'assurer l'ouverture et la liberté de passage des détroits pour les transactions commerciales de tous les peuples, la Turquie et la Géorgie sont d'accord pour remettre l'élaboration définitive du statut international, donc statut international de la mer Noire, et évidemment des détroits, à une conférence ultérieure composée des délégués des États riverains sans que les décisions qui en découleraient puissent porter atteinte à la souveraineté de la Turquie, à la sécurité de la Turquie et de Constantinople, sa capitale. Donc en fait, il y aura des nouvelles décisions, mais la Turquie, elle est à l'abri du point de vue souveraineté, du point de vue sécurité, et évidemment, il en est de même pour Constantinople, qui est sa capitale au moment des faits. On continue avec l'article 10. Les parties contractantes s'engagent à ne point admettre sur leur territoire la formation de ce genre d'organisation de groupements prétendant assumer le rôle de gouvernement de l'autre pays ou d'une partie de son territoire, ainsi que le séjour de groupements ayant pour but de lutter contre l'autre pays. Il est bien entendu que le territoire turc, précité dans le présent article, est le territoire qui se trouve sous l'administration directe et civile et militaire du gouvernement de la Grande Assemblée de Turquie. Donc en fait, finalement, il n'y a pas de possibilité d'intervention, donc c'est séparé. Et si quelqu'un veut intervenir, ça c'est interdit. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc en fait, il y a un commun accord de non-intervention et pour éviter aussi d'avoir ces groupes qui peuvent revendiquer d'autres choses. Passons à l'article 11. Les ressortissants de chacune des parties contractantes résidant sur le territoire de l'autre partie seront traités sur la base des droits et des obligations découlant des lois du pays où ils résident, excepté celles concernant la défense nationale, dont ils seront exemptés. Alors, la défense nationale, donc c'est par rapport à l'armée. Donc, finalement, les populations, dans leur nouveau pays, doivent faire ce que font tous les autres, sauf l'armée. Les questions relatives aux droits des familles de succession et de capacité juridique des nationaux respectifs font aussi exception du présent article et seront résolues par voie d'un accord spécial. Donc, il va y avoir un accord spécial qui est prévu, mais pas dans cet article, et qui va nous amener aux questions, donc, droit des familles, succession, processus juridique. Article 12. Les parties contractantes appliqueront le régime de la nation la plus favorisée aux nationaux de l'une des parties contractantes résidant sur le territoire de l'autre. Cet article ne vise point les droits accordés réciproquement par les républiques des soviets sur leur territoire aux citoyens des autres républiques des soviets, ainsi que les droits accordés par la Turquie aux nationaux des États musulmans alliés à la Turquie. Donc finalement, on regarde, disons, la nation de la majorité. Article 13. Tout habitant des territoires ayant fait partie de la Russie. Alors attention, là, on voit bien qu'il y a écrit Russie et on parle de Russie avant l'année 1918.
et sur lesquels la souveraineté de la Turquie est affirmée aura la faculté, dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité turque, de quitter librement la Turquie en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leur montant. De même, tout habitant du territoire dont la souveraineté a été cédée à la Géorgie par la Turquie aura la faculté, dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité géorgienne, de quitter librement le territoire géorgien en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leur montant. Les habitants mentionnés au paragraphe ci-dessus jouiront d'un ajournement d'un mois de leur service militaire à partir de la date à laquelle ils auraient fait connaître en due forme leur désir de quitter les territoires en question. Donc, en fait, ceux qui étaient en Russie et qui vont se retrouver en Turquie, eh bien, ils peuvent partir librement, donc libres de retourner en Russie. Et pareil pour la Turquie et la Géorgie. Donc, on a encore un système à souhait d'échange de population. Article 14. Les parties contractantes s'engagent à conclure dans un délai de 6 mois, à partir de la signature du président des arrangements spéciaux relatifs aux réfugiés de guerre de 1918-1920. Donc, réfugiés de guerre, 1918-1920, ils ont 6 mois pour le régler. Voilà pour l'article 14. Je pense qu'on va changer et on va passer directement sur une autre page quand ça sera possible. C'est possible. Je passe donc à l'article 15. Chacune des parties contractantes s'engage à promulguer immédiatement après la signature du présent traité une amnistie complète aux citoyens de l'autre partie pour les crimes et délits commis par suite de la guerre sur le front du Caucase. Donc, guerre, front, Caucase, et on a, comme vous avez remarqué, une amnistie complète. Article 16. Les parties contractantes consentent à effectuer réciproquement dans un délai de 2 mois, à partir de la signature du présent traité, le rapatriement d'anciens prisonniers militaires et civils résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes. Donc là, on est en train de parler des prisonniers. Voilà, prisonniers militaires. Donc eux, ils ont 2 mois pour repartir de l'autre côté. Article 17. Afin d'assurer la non-interruption des rapports entre leurs pays, les parties contractantes s'engagent à prendre d'un commun accord toutes les mesures nécessaires pour maintenir et développer le plus vite possible les communications ferroviaires, donc communications ferroviaires, télégraphiques et autres, ainsi que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune entrave. Il est entendu toutefois que pour le trafic de l'entrée et de la sortie des voyageurs et des marchandises auront application intégrale toutes les dispositions établies à ce sujet dans chacun des pays et parties contractantes. Article 18. Dans le but d'organiser des rapports commerciaux et de régler toutes les questions économiques, financières ou autres nécessaires pour affermir entre les pays contractants leurs relations d'amitié. On comprend bien cette relation d'amitié comme elle est spéciale. Une commission des représentants des pays intéressés sera convoquée à Tiflis, en Géorgie, immédiatement après la signature du présent traité. Article 19. Les parties contractantes s'engagent à conclure des conventions consulaires dans un délai de 3 mois à partir de la signature du présent traité. Donc, convention consulaire, et le délai, c'est 3 mois. Article 20, qui est le dernier article. Le présent traité conclu entre les gouvernements de la Turquie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie seront soumis à ratification.
L'échange des ratifications aura lieu à Erevan et dans le plus bref délai. Le présent traité entrera en vigueur à partir du moment de l'échange des actes et des ratifications, exception faite des articles 6, attention, donc exception, 6, 14, 15, 16, 18 et 19, qui entrent en vigueur immédiatement avec la signature. Donc, on a encore quelque chose de spécial, et même de bizarre, on pourrait dire, comme d'habitude, c'est que avec la signature, ces articles se mettent en place sans attendre le processus de ratification. En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent du traité, présent traité et l'ont revêtu de leur cachet, fait en 5 exemplaires, donc 13 octobre 1921, on a les signatures ensuite, et ensuite on a les annexes. Alors les annexes, c'est vraiment des problèmes de délimitation. Alors on a l'annexe 1, c'est la frontière nord-est de la Turquie est fixée comme suit. Voilà. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. On a l'annexe 2. Donc, on va quand même mettre que ça, c'est la frontière nord-est Turquie. Ensuite, on a, étant bien entendu que la ligne frontière suit l'état de l'Arpacha et de l'Arax, comme il est indiqué dans l'annexe 1, ça va être en fait des précisions. Le gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie s'engage à retirer non seulement la ligne de blocage à une distance de 8 versts de la ligne de chemin de fer, etc. Donc, en fait, c'est des considérations techniques par rapport au tracé. Pareil pour la zone. Donc, ensuite, on a de la zone Arpa et Cha. Donc, c'est les deux mentions. Donc, 1, Arpa, Cha. Et 2, c'est la zone Arax, toujours dans l'annexe 2. Et on passe à l'annexe 3, qui est la dernière, et qui constitue un point très précis pour le Nakhitchevan. Donc là, c'est pareil, le territoire de Nakhitchevan, on va avoir la problématique de comment on délimite. Donc, ça va être précisé par rapport à la ligne avec l'Arménie, qui évidemment est mentionnée en tant que soviet d'Arménie, et quels sont les passages au niveau des eaux, les partages des eaux au niveau des monts, etc., jusqu'à obtenir une délimitation complète. Et on a de nouveau les signatures. Donc, on peut dire maintenant que vous avez une vision globale du traité de Sèvres. Donc, il est possible de rentrer un peu plus dans les détails, mais il faut bien se rendre compte qu'on avait d'abord le traité de Sèvres, on a le traité de Moscou, et là maintenant, on a une vision locale du traité de Kars, et on comprend combien il est important de se poser la question, quel est le sens de ce traité 100 ans après? Quel est le statut et la volonté du peuple arménien par rapport à ce traité? On voit que c'est un traité complètement idéologique qui a influencé donc des données géopolitiques et évidemment des données démographiques. Et en plus, il a bafoué les droits, en particulier des Arméniens, comme vous avez pu le constater.